d'avoir été là, dans ces temps particuliers. Ça nous touche toujours de voir que la culture l'emporte aussi sur tout ce qui peut se produire dans nos sociétés, et quelquefois le pire. Donc, ça nous rassure. D'autre part, je voulais remercier les comédiens et Fabio comme metteur en scène, qui a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de textes, et ils ont travaillé dans l'urgence et souvent dans l'angoisse, en se demandant si ça allait être possible pour eux ou pas. Et c'est pas facile pour un comédien de se demander s'il va pouvoir jouer, mais malgré tout, il apprend son texte, il y va, il charbonne, et puis au moment où on lui dit c'est ok, alors là, évidemment, il y a tout qui lâche, c'est formidable, et puis ça donne ce que vous avez vu aujourd'hui. C'était très compliqué, surtout les insertions musicales. Bon, voilà, ça c'est quelque chose de l'ordre de la technique. C'est le travail de Fabien qui est où, Fabien? Tu es où? Tu te caches? Donc, je ne suis pas toute seule à avoir participé à l'écriture de cette pièce. J'aimerais que ceux qui ont été autour de moi, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, avec lesquels on a pu travailler, et surtout sur la deuxième partie, c'est essentiellement Fabien et Jean-Louis qui s'y sont collés. Moi, je me suis occupée seulement sexuelle et pervers pervers, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis la poésie, ben voilà, la poésie c'est maintenant, si vous avez des questions à poser, écoutez, n'hésitez pas, parce qu'on est là aussi pour vous accueillir dans votre questionnement. On ne pourra pas se réunir comme on l'avait fait l'année dernière autour d'un pot, parce que voilà, les consignes de sécurité nous obligent à vous mettre dehors après cette entrevue. Mais j'espère que pendant ce temps qui sera le vôtre, vous consentirez, en tout cas, à poser des questions. Voilà, ça qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas, association libre oblige. Hein. Et c'est où le pot? Hélas. Je reconnais la tenue. J'étais reconnu même masqué. Aucune question? C'est parti. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi avoir travaillé sur la perversion? Alors pourquoi? Alors l'année dernière, on avait travaillé, la question c'était pourquoi avoir travaillé sur les perversions. L'année dernière, nous avions travaillé sur les phobies, parce que d'abord parce qu'on part toujours à un moment donné de la psychopatho en tant que psychanalyste, hein, on essaie de travailler sur des choses qui nous concernent, qui nous intéressent, et que les phobies nous semblaient être une sorte de réservoir un petit peu où on y mettait tout et son contraire. Et on s'est dit, après tout, on va essayer de faire en sorte que la phobie soit vue autrement que du côté du j'ai peur, parce qu'on voulait l'entendre vraiment, en tout cas on voulait essayer de le faire passer autrement. Alors les perversions sont arrivées l'année suivante parce qu'on s'est posé la question de savoir ce qui pouvait dans notre société actuellement faire transgression, dans une société où apparemment tout est permis. Si une société inhibe un sujet, eh bien il y aura de la perversion. Mais s'il n'y a plus de tabou, est-ce qu'il reste encore de la perversion? Et donc, à partir de là, en brainstorming, on s'est dit, voilà. Puis Jean-Louis, qui aime l'idée aussi de la perversion, vient le poser à ce moment-là, et on se met à travailler autour des perversions en s'interrogeant beaucoup. Voilà, qu'est-ce que la perversion? Est-ce que c'est la perversion sexuelle uniquement? Est-ce que c'est la perversion morale? Est-ce qu'il y a perversité? Est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Et à partir de là, voilà, ça s'est construit comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on fera l'année prochaine, mais bon. Si quelqu'un a une idée. Oui, l'idée, c'est quand même que, au-delà, c'est ce que vous avez dit, Nora, au-delà de la perversion, de la psychopathologie clinique, enfin, dans notre jargon, hein, vous pensez tout de suite aux pédophiles, vous pensez tout de suite aux crimes sexuels, au type, c'est souvent un type, qui est représenté, mais bon, ça peut être des femmes aussi. Quand on pense que la femme de Dutroux, par exemple, c'est elle
aidé. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais donc, on voit un visage grimaçant, etc. Mais au-delà de ça, alors ça, à l'hôpital Sainte-Marie, puisque Alexandra Romo est psychologue et travaille à l'hôpital Sainte-Marie, je pense que dans le milieu de la structure hospitalière, ce sont des figures cliniques qu'on peut rencontrer, qu'on ne rencontre pas dans les cabinets de psy. Un pervers, il ne vient pas faire une psychanalyse. Il ne vient pas faire une psychanalyse parce que il va essayer de jouer et d'enfreindre la loi, de passer outre, et comme le psychanalyste il marche pas, au bout de 2 séances, il s'en va et revient. Bon, ceux-là, on ne les connaît pas. Mais en revanche, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est ce que Nora a esquissé, là, c'est cette idée de la perversion qu'on pourrait appeler ordinaire, ou l'ordinaire de la perversion, et qui, on sent, est jouxte toutes des pathologies comme, par exemple, l'addiction, les addictions, des états dépressifs. Bon, alors comment on fait passer, où on met la limite, la frontière, c'est difficile. Hein. Bon, là, dites-vous que la perversion, ça a à voir avec le corps, la jouissance, les modalités de jouissance. À cet égard, le petit film que vous avez vu, vous n'avez pas pu voir le générique parce que pour des raisons théâtrales, on va dire, il fallait aller vite. C'est un film de Jean Eustache de 1977, parce que dans les années 77, ceux qui les ont connus, 75, 70, 75, 77, il y avait une explosion, une liberté au niveau de l'expression culturelle. Bon, les films porno, tout ça, c'est là que ça explose. Donc, en 77, Jean Eustache fait un film qui s'appelle Une sale histoire. C'est un court-métrage de 27 minutes que vous pouvez trouver sur le web. Et sur une histoire qui est écrite par Jean-Noël Pic, le texte que vous avez entendu, il est beaucoup plus long. Là, vous n'en avez entendu que 7 minutes. Et il fait 2 films, en fait. Il fait un film où l'acteur, c'est Michael Lonsdal, qui est décédé là dernièrement, que vous avez vu, et il fait le même texte dit par un autre auteur, qui est le Jean-Noël. Ça vaut. Il y a tout dans ce. Si vous avez prêté l'oreille, il y a tout. Par exemple, pour le pervers, on pourra en parler des heures, mais par exemple pour le pervers, cette nécessité de la machine, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Et puis il faut qu'il comprenne, parce que là je vais l'enlever dans le montage, c'est trop long. Le pervers qui habite chez lui, il lui explique, il faut que tu te mettes à 4 pattes comme ça dans cette position, parce que sinon tu vois pas bien, tu n'es pas dans l'axe et tout. Non, il y a toute la machinerie, toute l'installation qu'il faut faire. Et ça, vous le rencontrez. Chez les vrais pervers, vous rencontrez. Voilà, bon, après on peut en parler des heures, poser des questions, hein, si ça vous intéresse, oui. Est-ce que vous croyez aux pervers narcissiques? Ah, y croire comme ça... Oui, j'en ai rencontré. Allez, Ah, oui. c'est le truc de Nora, ça. Le pervers narcissique, c'est bon. Alors, la question c'est, est-ce que vous croyez? Bon, déjà la réponse est dans la question, donc ça veut dire est-ce qu'on peut y croire? D'abord, pervers narcissique, il y a un mot en trop, c'est soit pervers, soit narcissique. C'est-à-dire que la perversion, ça consiste à un renversement de ce que disent, du bien en mal, ou d'un déplaisir en plaisir. Pour autant qu'on est accolé, et ça c'est depuis les années 80, c'est Racamier qui pose en 86 ce terme de pervers narcissique, dans lequel il va mettre ce qu'on appelle les perversités morales. Quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui va vous traquer, qui va vous suivre, qui va vous violer, qui va vouloir vous détruire aussi dans votre quotidien, qui va avoir des injonctions paradoxales, qui va avoir une attitude qui va viser à quoi? À créer de l'angoisse chez vous. Alors, est-ce que j'y crois? Qu'il y ait des types sadiques, qu'il y ait des femmes sadiques, c'est une évidence, hein, et les êtres humains peuvent être cruels, et nous le savons tous les jours. Mais je crois que Lacan a très bien parlé du sadisme. Il en parle et il le théorise peut-être d'une manière plus intelligente que
ce que d'autres après ont pu dire. Moi, ce qui m'a effrayée, c'est d'aller voir et de trouver malheureusement sur Internet des conférences de psychanalystes venant vous raconter ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment le débusquer, comment reconnaître ce type de personnage, parce que c'est toujours un bonhomme, hein, de toute façon, dans tous les cas. On ne parle pas, par exemple, des rapports pervers qu'une mère peut entretenir à l'égard de son enfant. Par contre, on va bien désigner le mâle qui, lui, est tapi dans l'ombre et cherche à réduire une femme en esclavage. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité, on va pas se la nier. Il y a des salauds sur Terre, mais doit-on les mettre dans cette rubrique pervers narcissique où malheureusement tout le monde peut se retrouver à un moment donné, qui n'a pas à un moment donné été un petit peu pervers avec l'autre, et puis manipulateur. Pour qu'il y ait un pervers, il faut qu'il y ait de l'autre. Un pervers tout seul, ça s'ennuie, ça n'existe pas. Ça s'appelle un psychotique. Donc le pervers a besoin d'autrui. Donc la relation, elle est perverse ou elle ne l'est pas. Elle peut être sous l'effet d'un contrat, ou elle peut être sous l'effet d'un discours qui est un discours pervers. Voilà, c'est pourquoi cette notion de pervers narcissique me hérissait un petit peu les poils, même si je comprends bien que là-dedans, on vient résumer toute la monstruosité à un moment donné d'une relation amoureuse. Et ça peut s'entendre tout à fait. Et puis, effectivement, quand on a affaire à des salauds, on fait un pas de côté. Mais pourquoi est-ce qu'on irait? C'est toute la question, à un moment donné, du masochisme féminin, qu'on pourrait reprendre. Alors, face au pervers narcissique, on a le masochisme féminin, et puis on s'en sort plus. Donc, je crois que c'est une affaire de chacun. Et évitons de tomber dans les généralités, même si certains y vont. Voilà. Par contre, au niveau de la perversion, moi j'avais trouvé un truc qui était très très sympa. Et c'est une façon de voir la perversion. Si on part du principe lacanien que le pervers, le sadique, cherche à éveiller l'angoisse chez l'autre, et que c'est quand même là qu'il y trouve vraiment son compte, eh bien il y a le syndrome de Munchausen, qui consiste à se faire passer pour malade et à mettre en échec le savoir des médecins. C'est comme ça que vous avez eu des cas de personnes qui arrivaient à l'hôpital avec une anémie énorme, proche de la mort, et on cherche, on renvoie la personne à la maison, et puis elle revient, et puis elle est encore malade. En fait, jusqu'au jour où on découvre que cette personne se fait saigner régulièrement pour mettre en échec le savoir de l'autre. Voilà, c'est jouir au fond de l'angoisse de l'autre. Ça, c'est, voilà. Mais ça se retrouve justement dans ce que Lacan dit à propos du sadisme. Et ça, c'est très intéressant, l'idée que le pervers, il sait. Il sait où vous jouissez. Et que vous cachez. Et lui, il vous montre, il vous fait croire, il vous fait penser qu'il vous a dévoilé dans votre intimité, dans la part la plus sombre de vous, ce que vous ne voulez pas laisser apparaître, et qu'il n'est pas dupe. Et c'est là que du coup l'angoisse jaillit chez le sujet. Et à l'hôpital alors? Alors à l'hôpital, disons que, moi ça me fait penser à une patiente plus précisément, qui vraiment se nourrit de nos failles en fait pour pouvoir justement nourrir son narcissisme et sa perversion. Et donc en fait, dont je me suis aperçue, c'est que la plupart des sujets pervers que l'on peut avoir à l'hôpital, ce sont ceux dont on parle le plus, parce qu'ils mettent à mal le système institutionnel. Et donc on a beau faire 2, 3, 4, 5 réunions, ils vont se nourrir, on va dire aussi de nos désillusions, de notre mal-être, de nos incertitudes, et continuer ainsi à mettre à mal, on va dire, le système. Mais du coup, on a l'impression que face à des personnes perverses, je me suis dit, mais qui est objet de l'autre, en fait? Parce que quelque part, et on peut se poser la question aussi, où est le désir? Mais on a l'impression qu'il y en a pas. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que notre papa Freud, qui se trouve là-bas... Angelo, vas-y. Ah, pardon. Le papa Freud, dont on voit la photo là-bas, parlait de pervers polymorphes en parlant de l'enfance. Donc ça, c'est important à entendre. L'enfant qui cherche à situer l'autre parental, l'autre la mère, etc., joue un peu quelquefois avec ça, avec cet aspect, avec ce qu'on cherche à lui apprendre, à ce qu'on cherche à lui faire entendre, qui a une position que lui se trouve à un endroit, il n'est pas constitué comme sujet encore, enfin c'est en cours,
et qu'il y a un autre qui se trouve là, un autre maternel, un autre, et il joue un peu de toutes les manières à, on peut appeler ça provoquer, souvent on peut l'appeler provoquer, mais il joue avec l'autre. Et de cette manière, on parle de pervers polymorphe, ce qui fait pas de l'enfant un pervers avec les repères moraux et autres. Parce que tout à l'heure, on a parlé, Nora, tu parlais de bien et de mal. Tu as cité ces deux termes qui sont déjà presque impossibles à situer en tant que tels. Hein. On sait pas, c'est très compliqué. Non, à partir du mot pervertir, c'est son origine, son étymologie. Voilà. Ouais. Et qui est renversé quelque part. On a souvent tendance à on entend le pervers comme celui qui renverse un ordre moral. Or, ce qui était beaucoup plus important à entendre, c'est comme tu le dis, Jean-Louis, c'est celui qui cherche à soulever l'angoisse de l'autre. Enfin, l'angoisse, c'est autre chose qu'un sens moral. C'est vraiment quelque chose, un ressenti. Et le talent du pervers, c'est d'arriver à situer, à trouver, à voir où se trouve l'angoisse, ce qui soulève l'angoisse. Et c'est là son point de jouissance, si je peux me permettre. Et c'est là, tout à fait. Voilà. C'est là son point de jouissance. Oui. Il y a Angelo qui voulait dire. Non, je voulais savoir s'il a, effectivement, il y a toujours un jeu des pouvoirs entre les pervers, la perversité, l'autre, c'est toujours implanté comme ça, il n'y a pas une autre possibilité de l'avoir ailleurs. C'est très intéressant la question du pouvoir, puisqu'on évoque dans la pièce aussi cette question de la dictature, cette question des privations de liberté, c'est-à-dire que prendre le pouvoir sur l'autre, c'est de ça dont il s'agit, et sur sa jouissance. Bon. Mais on peut l'institutionnaliser. Il y a des institutions, et vous en connaissez certainement, on ne va pas en citer, tiens, l'éducation nationale. On en prend une. Quand les enseignants vont pas, il faut voir la dose de perversion qui circule dans la question des hiérarchies, des pouvoirs, c'est pervers. Alors vous comprenez bien que là on dit c'est pervers, mais pas au sens de la perversion sexuelle classique. Bien sûr. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire le pouvoir, et l'élan du pouvoir, et la jouissance que procure le pouvoir, et l'asservissement de l'autre. Oui, on fait un objet, bien sûr. Je voulais vous demander, excusez-moi. En fait, pour la suite, vous cherchez un sujet. Bon, j'en ai un, c'est le MK Ultra. Quoi vous savez, les histoires avec la CIA, tout ça. Les contrôler. L'affaire de Lille, vous savez, en ce moment, la pédophilie qu'il y avait sur les îles, l'autre il s'est suicidé en prison et tout ça. Et qu'en Amérique, c'est en train de faire un procès avec la nana qui manipulait en fait, il y a pas mal de gens importants qui allaient sur des îles et qui forniquaient avec des enfants. Et il y a le MK Ultra, en fait, c'est l'hypnose et le contrôle sur les adolescents. Ça s'appelle comment? MK Ultra. Ça existe. Et enfin, moi j'ai lu plein de bouquins là-dessus et voilà, ça rejoint un peu le pervers. Moi j'ai une question. Oui. Les gens de pouvoir sont-ils tous des pervers? Les pervers sont tous des gens de pouvoir, on pourrait le demander. Après, est-ce que tous les gens de pouvoir sont des pervers? Non. C'est le système qui les pervertit. Le pouvoir, le terme de pouvoir, si on l'entend dans son sens noble, c'est de rendre possible. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir, c'est une chose, mais le pouvoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait du possible. Voilà. Qu'on puisse. Aujourd'hui, on accepte le pouvoir sans l'avoir voulu. Voilà. Et c'est renversé. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre un peu les comédiens qui ont eu il y a une question encore dans la salle. Oui, d'accord, mais ce serait bien que les comédiens puissent aussi nous dire, s'ils le souhaitent, ils ont eu à interpréter donc, ce texte, qu'est-ce que ça leur a fait, comment ils se sont situés, est-ce que c'était facile, pas facile. Voilà. Il y a une question en haut? Oui. Oui. Oui, je veux juste savoir pourquoi vous avez choisi de montrer l'homosexualité comme une perversion. Alors juste pour
pour répondre à la question. C'est pas l'homosexualité. C'est ce que dans l'homosexualité on va avoir de travers pervers dans la pédophilie et dans tous les excès qu'on peut avoir. C'est le off-limit au-delà de ce que peut être la question du choix d'objet et de la homo-hétérosexualité. Homosexualité et pédophilie, je suis désolée. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout très clair dans ce qu'il avait montré. Ouais, moi aussi. Hein. Bon, il est clair que pour les psychanalystes, qui sont souvent très rétrogrades, et qui l'ont été, beaucoup d'entre eux, dans l'histoire, hein, et même Lacan hein, disait, c'est très clair, l'homosexualité, à une époque, hein, il disait c'est de la perversion. Alors encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que la perversion. Mais effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. C'est dans ce qui fait couple, dans ce qui relie deux êtres, fussent-ils donc du même sexe, c'est pas pour ça, pas pour autant qu'il y a de la perversion. Voilà. Mais on a un héritage. Et moi, je pourrais rajouter, dans ce que j'ai vu de ton personnage, Fabio, j'ai vu comme un double de l'autre comédien. C'est-à-dire, j'ai pas vu deux personnes, j'ai pas vu forcément un couple. C'est comme ça que j'ai vu, hein. Voilà. J'ai vu un double. C'est-à-dire l'autre voix, l'autre excès, l'autre l'inverse du comédien. Comme ça que j'ai vu, donc pas nécessairement l'histoire d'une homosexualité. Après, dans les paroles de ce qu'ils ont joué, les deux, il lui parle de lui mettre le thème entier, il parle de mettre le bras. Il parle pas de juste faire l'amour. On va loin dans le texte, pas dans ce qui a été montré, sur ce qui a été dit. Le fils le gars aussi une perversion. Ça, non. Pardon. Juste une incise, c'est pas un texte de Nora, hein, ça. C'est un texte de Jean Genet. Jean Genet. Et de Apollinaire. Parce que le début c'est du Apollinaire et le milieu et la fin c'est du Genet. Toute la seconde partie, hein, ce qui est poético-musical, ce sont des textes de poètes. Donc, c'est pas nous. Est-ce que vous avez en tête justement les poètes qui sont qui défilent sur il y a Apollinaire, Genet, Bataille, Flaubert, Rimbaud, Sacher, Baudelaire, qui c'è ancora? Oui. Après, il y a trois chanteurs. Il y a Souchon. Il y a Gainsbourg. Il y a Stromae. Si je t'aime, prends garde à... Si, oui, c'est ça, ouais, prends garde à moi. Non, si tu m'aimes, prends garde à moi. Que ce soit correct au niveau de l'écriture. Poi. Et il y a Sainte-Thérèse. Ah ben, il y a Sainte-Thérèse, dans des textes d'elle-même. Il y en a un autre encore. Il y a sa chère la Vénus et la fourrure, bien sûr. Vos deux textes à toi et Cyril, c'est... Il n'y a pas eu ça aussi? Tournier. Tournier également. Donc, ce qui signifie quand même que la perversion, elle est liée à notre époque. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soyez choqués qu'il y ait une représentation de l'homosexualité, comme si au fond elle était dégradante, alors que il y a quelques années, on sait très bien que l'homosexualité était au DSM 4, c'est-à-dire considérée comme une pathologie psychiatrique, ce qui veut dire qu'au fond les perversions, ce qui était pervers autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Donc la perversion en soi, quand elle est sexuelle, ne veut rien dire. Peut-être que dans 150 ans, avoir une relation avec son smartphone, une relation sexuelle, ça ne sera absolument pas pervers. Vous voyez, aujourd'hui, ça peut nous déranger. Donc, je crois qu'il faut accepter aussi que le mot pervers soit complètement accroché, arrimé à son époque. Mais Jean Genet, effectivement, a écrit des poèmes très érotiques qui étaient avant tout des poèmes d'amour. Alors, ça peut être interprété de telle façon à ce qu'on se soit considéré comme une perversion. Enfin, j'ai envie de vous dire, quelquefois, l'amour n'est-il pas un peu pervers, en règle générale, hein? Est-ce qu'on pourrait pas dire que, quand on aime, est-ce qu'on aime vraiment l'autre en tant que sujet? Ou est-ce qu'on n'aime pas une partie aussi, qui vient nous faire jouir dans notre propre narcissisme, narcissisme? Comment on vient se saisir de l'autre pour exister?
Donc, est-ce que tout amour n'est pas aussi un peu fondé là-dessus? Sur une partie de soi. Sur une partie de soi qui n'est pas toute, ce qui fait qu'effectivement, pas tout. Voilà, pas tout fondé là-dessus, mais fondé aussi un peu là-dessus. C'est ce qui fait qu'on peut parler souvent de traits pervers, qui ne fait pas un pervers. Tout à fait. Et le côté très pervers, c'est quelque chose qu'on peut retrouver peut-être chez soi-même, chez chacun, un trait pervers. Et ça ne fait pas un pervers. C'est d'ailleurs comme toutes les étiquettes en psychopathologie, généralement les étiquettes, elles ne valent rien devant un cas. Un cas clinique qui est composé d'une complexité de plein de traits différents. Et pour retrouver un pervers pur, c'est éventuellement dans la littérature analytique, mais pas ailleurs. On ne fabrique pas un pervers comme ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut s'amuser avec ça, qu'on peut écrire un texte de théâtre et qu'on peut aussi en sourire, parce qu'on peut aussi se reconnaître dans certains de ces points-là. Je voulais vous demander, j'ai un autre sujet. Love Doll. Vous savez, il y a un problème maintenant avec l'homme et la femme, parce que la femme est très indépendante. Comment ça, c'est un problème? Moi, je pense que l'homme et la femme, ça va pas ensemble. Mais bon, ça me regarde. Il y a toujours des problèmes en amour, ça dure pas longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens maintenant, ils ont fait des poupées comme des poupées robots. Et les hommes, ou ça peut être pour les femmes, ils sont amoureux d'un objet. Ils le présentent aux parents, des trucs comme ça. Moi, je trouve qu'une pièce là, ça serait bien un truc comme ça, parce que pour moi, c'est le futur, ça. Mais ce n'est jamais que le déplacement. Ouais, mais c'est jamais que le déplacement de la relation à l'objet aujourd'hui. C'est-à-dire dont on parle. D'où les addictions, etc. C'est-à-dire, bon, on en est tous les observateurs. Il y a Daniel qui voulait lui poser une question. Daniel? Oui. Il y a un livre de Dany Robert Dufour, vous connaissez, qui est philosophe, qui est proche de la psychanalyse, qui s'appelle La Cité perverse. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que nous dit la Cité perverse? Le titre dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous dit la Cité perverse? C'est ne cède pas sur ta jouissance. Alors que la psychanalyse qui nous intéresse, nous, c'est tout à fait différent. Elle dit ne cède pas sur ton désir. Et c'est là que ça fait l'écart entre la psychanalyse et la dimension perverse de la cité que Dany Robert Dufour met bien en évidence. Vous trouverez d'ailleurs sur le site du Génie PL, notre association, en contribution à Perverscopie, en bas de la page, un excellent texte de Dany Robert Dufour sur la perversion de 1789 à nos jours. Du coup, pour rebondir sur ce que les comédiens ont pu vivre avec le texte. Ah oui. Moi, j'ai découvert le masochiste que je ne savais pas du tout en fait ce que c'était. On a l'idée de on lui tape dessus et ça lui fait plaisir. Et du coup, quand j'ai lu le texte, c'est le texte que j'aurais voulu lire, enfin que j'aurais voulu faire. Je trouvais ça, je trouvais que c'était un travail intéressant. Et ensuite, moi, il y a une phrase que je dis, donc ceux qui veulent s'adonner au plaisir doivent ignorer la pitié. On ne peut aimer véritablement que ce qui nous domine. Une femme qui nous soumet par sa beauté, son tempérament, son esprit et sa volonté, une femme qui se comporte en despote envers nous. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de textes à donner, et Fabio, on pouvait choisir un peu, hein. Et Fabio me l'a imposé. Et je me suis complètement retrouvé dedans. Du coup, je découvre la psychanalyse, j'ai jamais été voir qui que ce soit, j'ai essayé de faire un pseudo-travail sur moi un peu tout seul, comme j'imagine beaucoup de personnes aussi, d'avancer. Un travail sur soi, déjà, il faut pouvoir se dire qu'on peut faire un travail sur soi. Et là, en fait, j'ai découvert pas mal de choses. Après, je trouve qu'on est beaucoup dans le masculin, par rapport à la pièce. On n'en voit pas beaucoup au niveau féminin, donc c'était aussi une question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qu'on voit de manière habituelle dans la pathologie quand même du pervers. De la perverse plutôt, de la perverse, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de manière habituelle chez la femme? Alors ça, c'est une question effectivement théorique pour nos réunions en langue de bois que nous tenons entre spécialistes. C'est, peut-on parler d'une perversion féminine?
on laisse la question comme ça, est-ce qu'on peut réellement parler d'une perversion féminine? Et la réponse, elle n'est pas simple. Bon. Juste une petite chose, vous avez vu que dans le Vénus à la fourrure, qui est une pièce de théâtre extraordinaire de Sacher Masoch, lui il dit je suis insensuel, je suis pas sensuel. Et elle, il l'emmène à dire qu'elle ressent une certaine volupté. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive, dit-elle. Mais je sens que je glisse. Oui, il y a quelque chose. Alors c'est pas de la perversion. Est-ce que c'est une perversion? Est-ce qu'on peut mettre cette étiquette? La question des mots, hein, il faut faire attention. Ouais. La question d'hommes et femmes. Ouais. En fait, c'est du côté, depuis Lacan, quand on dit féminin, quand il dit homme et femme, il faut parler du côté tout ou pas tout, c'est-à-dire féminin ou masculin. La jouissance dite masculine, toute masculine, est perverse, elle est phallique, elle est sur l'objet. Je veux l'objet, je jouis de l'objet, il est là, je jouis, il n'est pas là, je jouis pas. La jouissance dite féminine, elle est aussi du côté de l'objet. Bon, oui, on va jouir quand même d'un bonhomme, mais on peut jouir en son absence. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette possibilité du côté de la jouissance féminine de ne pas jouir seulement de la présence in effigie de l'objet, mais aussi de son absence. Jouir dans l'absence. Et d'ailleurs, nous avons une superbe femme qui est venue l'incarner, qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila, et qui est venue parler de sa jouissance, la jouissance mystique, qui fait qu'elle rencontre du plaisir et elle parle du corps par l'entremise d'une relation en absence de Dieu. Donc, quand on parle de hommes et femmes et de perversion masculine, ou qui serait que masculine, oui, elle n'est que masculine, la perversion, à partir du moment où elle est du côté du tout objet, et qu'il n'y a que l'objet qui me fait jouir. Mais si je suis un homme, et aussi du côté du tout objet, mais aussi du côté de l'absence, de l'autre, du sujet, du discours, de la parole, de la poésie, ben, je suis pas pervers. Je peux aussi jouir d'une femme quand elle n'est pas là. Je peux aussi écrire des poèmes. Et d'ailleurs, Genet, qu'on a fait passer pour un grand pervers à son époque, parce qu'il écrivait quand même des choses assez osées, ben, il écrit des poèmes, c'est-à-dire en l'absence de l'autre. Ça veut dire qu'il jouit aussi de l'absence de l'autre et qu'il l'aime. Donc il n'a pas besoin de l'autre pour avoir une érection. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que quand on parle d'hommes et femmes, il faut essayer de penser, non pas hommes et femmes, mais féminin et masculin. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens, hommes et femmes, qui sont du côté aussi du patou, c'est-à-dire du féminin. Ça n'empêche pas d'être un homme. Alors c'est intéressant parce que vous vous rendez compte que en psychanalyse, on peut dire une chose et son contraire. et que c'est aussi bien. C'est-à-dire qu'on va dire que hommes et femmes, ça marche pas, c'est pas congruent pour expliquer les choses. Mais en même temps, on dit, mais on peut pas faire autrement, donc on va quand même les appeler hommes et femmes. Mais attention, il faut pas entendre homme du côté homme et femme du côté femme. Du côté femme, on peut entendre aussi du côté homme. Et c'est toute la difficulté de la pensée psychanalytique, de la théorisation psychanalytique, et qui fait que c'est difficile d'expliquer ces choses-là. Sauf à faire une analyse. Voilà. J'ai rien compris. On a les cartes. Oui, on va faire ça. Bon, il y a quelqu'un là. Oui. Est-ce qu'il y a une relation, de point de vue anthropologique, est-ce qu'il y a une relation entre la perversion et la culture? On va dire que ça, que c'est pervers dans une culture, peut l'être dans une autre. Bien entendu. Ce qui est pervers dans une culture ne l'est pas dans une autre, c'est ça? Voilà. Ok. Oui, bah oui, on a répondu. Ouais. Eh oui, tout à fait. Bah ouais, t'as pas écouté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était là pour vous parler, et qui après est allé là-haut pour vous parler. C'est-à-dire que là, il vous dit mais c'est le même ou pas le même? Non, mais pour revenir sur le masochiste, que j'ai effectivement aimé lire, interpréter, sur le beau texte qu'a écrit Laura, bien ciselé, parce que bon, finalement, en le travaillant, j'ai compris effectivement ce que c'était un masochiste, parce que finalement, on a l'impression que le masochiste, c'est celui qui va se faire frapper dessus, l'autre va prendre plaisir. Et non, en fait, justement, parce que sinon, on rentre dans un jeu sexuel. Si c'est accepté des deux côtés, il n'y a pas perversion, finalement. C'est ça, en fait. Il y a un contrat pervers. Oui, il y a un contrat pervers. Si on veut, sadomaso, peut-être, mais finalement, il y a un jeu. Alors que là,
le pervers va mettre en mal, en difficulté l'autre, parce qu'il va lui demander d'être battu, d'être haï, et d'ailleurs il ne va jouir que parce que l'autre va le haïr. Donc il va séduire une femme pour ensuite être haï par elle. Donc en fait, il en souffre, c'est une vraie souffrance, parce qu'il ne peut pas aboutir. Donc il n'y a pas, là justement, il n'y a pas un rapport de pouvoir, il n'y a pas un rapport de domination. Il sait que de toute façon c'est quelque chose d'éphémère, et il met en difficulté l'autre qui va dire, d'ailleurs en fait, je n'ai pas terminé le texte parce qu'on me l'a coupé, vu que c'était trop long, donc voilà, mais à la fin, on dit, la femme doit s'exprimer et dit, je t'aime, mais si t'aimer veut dire finir par me haïr, c'est impossible. Ouais. Voilà. Donc c'est ma limite, et elle part. Oui, bien sûr. Mais alors c'est intéressant parce que ça veut dire que, est-ce que des pratiques perverses dans un couple permettent de définir ou de désigner la relation qu'il y a dans un couple, une relation perverse? Si c'est le seul mode selon lequel, dans un couple, l'un et l'autre peuvent se rencontrer, c'est pervers. Si ce n'est qu'un amusement, une pratique, une tentative de faire un peu autre chose, etc., c'est pas pervers. Je crois qu'il faut être c'est comment on rencontre l'autre. Et comment on rencontre toi dans l'autre, etc. Bon, d'accord. C'est ça. Est-ce que finalement, on ne va pas aller jusque dire, le jeu sexuel non accepté, est-ce que ça ne rentre pas dans une perversion? Ça fait la viol. Oui, c'est même, et les plus grands viols sont commis au sein des couples. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui se reconnaissent en tant que pervers, levez la main. J'ai une question, juste, elle est rapide. Est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas avoir parlé explicitement de caca? Le caca. Oui, la fistagana, la relation. Pourquoi tu veux que je parle d'un obsessionnel ça? Là, j'ai presque l'impression qu'on est dans la perversion vraiment au potentiel intellectuel et d'élaboration. On aurait dû mettre une rose. Voilà, c'est la base de la perversion, ça reste quand même l'analité. Donc ça fait mal à personne. On n'a pas de Guy qui parlait de scatophilie à un moment. Si, il y a la Guy qui a parlé de scatophilie. Ah, on a coupé le caca. Et on n'a pas une dame dans la salle qui a dit mes enfants, la crotte, les slips sales et tout ça. Ah, donc madame, elle était déjà intéressée par le caca dans la salle. Et oui, ça s'est passé rapidement. Oui, ça met l'eau à la bouche. Ils auraient envoyé après Soligny et au soir d'un jour de Sodome. Il y avait un bon dîner bien copieux. D'accord. J'ai pas la réponse, mais la scatophilie c'est pour la prochaine fois. Voilà. Avec l'honneur et tout. Il y a du boulot pour le constiper. Ma question c'est sur la conscience. Est-ce que le pervers est conscient d'être dans un acte pervers ou est-ce que c'est quelque chose qu'il fait sans le savoir? Ah bah à mon avis il le sait ce qu'il est en train de faire. C'est pas un psychotique, il est pas dans le délire. Mais on sera obligé d'en passer par la théorie de la perversion telle qu'elle a été énoncée par beaucoup de psychanalystes avant nous, qui est le clivage du moi. Et là ça va être trop compliqué. Par contre, je pense que le pervers, j'entendais un type qui racontait son histoire toute simple. La journée, bon père de famille, aimant, association caritative et tout un toit, et le soir, pulsion à fond, et la seule chose qui l'obsédait, et qui obsédait toutes ses nuits, c'était d'entrer dans les chambres des femmes. Donc tous les soirs, il y allait. Alors, il violait pas toujours, hein. Dès qu'elle criait un peu, il partait d'ailleurs, hein. Bon, un peu pétochard, et c'est souvent le cas, hein. Bon, dans les structurations pervers sexuelles. Bah, voilà. Mais il expliquait que c'était impossible, il ne pouvait que se soumettre à cette pulsion. Et ça, on peut s'interroger après à un moment donné sur le psychopatho, voilà. Bon. Mais je pense pas qu'un pervers qui agit, que ce soit le pervers sexuel avec sa petite chaussure, il n'est pas délirant. Il sait, c'est un jeu, c'est un montage, c'est la machinerie, il sait bien que c'est du toc, et puis les petites menottes aussi, c'est du toc, tout ça c'est un peu du chiquet. Mais n'empêche qu'il faut un peu ce montage pour que quelque chose se produise au niveau de l'érection, parce que sinon il ne se passera rien. Et on est obligé d'en passer par là. C'est quand même vraiment la problématique du pervers, c'est que avec son fantasme, il fait pas grand chose. Il a besoin quand même de l'objet et de la mise en situation. Mais il croit qu'il peut attraper la queue de Mickey.
Ça, c'est important, j'y crois, bien sûr. Il y croit, et comme ça marche pas, il recommence. Ah oui, parce qu'il y a deux... Là, la queue de Mickey, c'était quand dans les bagages, j'ai attrapé à la queue. Est-ce que ça veut dire en langage non latérien? À la queue de Mickey, c'est pas la queue de Mais la satisfaction sera de courte durée. Une fois que je l'ai, la queue de Mickey, il me la faut encore et encore et encore. Voilà. Bon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait une autre question pertinente dans la salle. Pertinent. Bon dimanche à tous. Merci. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Je n'ai pas encore reçu l'autorisation gouvernementale d'ouvrir ce musée. Nestora, sors de ce corps, s'il te plaît. Daniel. Reviens-nous. Reviens-nous, Daniel. S'il te plaît.